J'ai cru voir un spectre. Mais non, sinon t'en aurais vu toutes les couleurs. Allez, on va s'éclairer sur le sujet. Aujourd'hui, je me trouve dans l'école polytechnique de l'université de Nantes. On va vous parler de l'interféromètre de Michelson. Déjà, il faut rappeler le contexte de l'époque. James Clerk Maxwell a formulé 4 équations décrivant complètement les caractéristiques de la lumière. Mais où tu veux en venir? C'est très simple. Le son a besoin de l'air pour se propager, la lumière a besoin de l'éther. Mais il n'était pas sûr que l'éther existait. C'est pourquoi il a fait une analogie très intelligente. Il consistait à prendre une rivière avec un courant donné qui représenterait l'éther et 2 nageurs qui représenteraient 2 rayons lumineux. Si on suit son raisonnement, le premier nageur qui va suivre une direction rectiligne par rapport à la rivière va se retrouver plus en aval. Le deuxième qui va essayer de compenser ce courant va se retrouver de façon perpendiculaire sur la rive d'en face. Michelson a voulu reproduire ce même phénomène dans un montage optique. Mais comment c'est possible? Les garçons, ce n'est pourtant pas si dur. Vous pouvez voir sur ce tableau que nous avons représenté un interféromètre de Michelson. Il est composé de 2 miroirs, le miroir 1 et le miroir 2, ainsi que d'une lame séparatrice qui est une lame semi-réfléchissante. Il y a aussi un écran positionné ici. Pour l'interféromètre de Michelson, il y a 2 configurations. La configuration de lame d'air, comme ici, où nous jouons juste sur une épaisseur d'air grâce au miroir 1 qui peut translater. Cependant, il existe aussi la configuration coin d'air, où ici nous jouerons sur l'angle des 2 miroirs. Les droites formées par l'intersection des miroirs avec la lame séparatrice forment un angle de 90 degrés. Et cette même lame séparatrice est orientée à 45 degrés par cet angle. Cette lame séparatrice est appelée semi-réfléchissante car elle réfléchit la moitié d'un rayon. On lui envoie donc un rayon par ici qui va être à moitié réfléchi vers le miroir 2 et à moitié transmis vers le miroir 1. Le rayon arrive donc sur la lame séparatrice et est réfléchi vers le miroir 2, puis revient vers la lame séparatrice qui transmet alors la moitié de ce rayon vers l'écran et réfléchit quand même la moitié qui sera perdue dans le vide. De même, le rayon transmis qui va vers le miroir 1 revient lui aussi vers la lame séparatrice et est réfléchi vers l'écran. Il y a aussi une partie transmise, donc à la fin on n'aura que la moitié du rayon de l'intensité totale. Comme expliqué précédemment, le miroir 1 peut translater. Ainsi, il aura une distance lame séparatrice N2 plus un delta D, donc la distance sera plus grande. Ainsi, le rayon transmis devra parcourir une distance plus grande, égale à 2 delta D de plus que le rayon qui passe par N2. Ce qui entraînera donc un déphasage et ainsi des interférences sur l'écran. En effet, l'intensité des 2 ondes se superpose. Donc, nous aurons ici la somme de leur intensité qui sera des interférences constructives. Et ici, vu que leur intensité est très faible, ce sera des interférences destructives. Nous aurons donc des franges brillantes lorsque l'interférence sera constructive et des franges sombres où l'on n'aura pas de lumière lorsque l'interférence sera destructive. De ce fait, si l'on décale le miroir 1 d'un multiple de la longueur d'onde du rayon monochromatique, on obtiendra le même pattern sur les franges d'interférence en anneaux. Dans le cas du FITR, nous plaçons un échantillon en sortie de l'interféromètre de Michelson avec un récepteur à la place de l'écran. Ainsi, nous envoyons une lumière polychromatique dans l'interféromètre qui aura donc, en fonction de la distance delta D
laissera passer plus ou moins une certaine longueur d'onde. Et donc, nous pourrons mesurer l'absorption de cet échantillon grâce au récepteur. Ensuite, nous bougerons le miroir 1 afin de capter toutes les longueurs d'onde et donc établir le spectre de cet échantillon. L'ordinateur enregistre toutes ces données pour former un spectre d'absorption en utilisant une transformée rapide de Fourier. Dans leur expérience, Michelson et Morley avaient comme condition initiale que la distance entre le miroir M1 et la lame séparatrice est égale à la distance entre le miroir M2 et la lame séparatrice soit égale. De plus, le rayon incident est un rayon monochromatique. Le rayon ainsi transmis mettra plus de temps à revenir sur la surface séparatrice du fait de son opposition au vent d'éther. Tout ce module est la représentation des nageurs que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Le vent d'éther a la même vitesse que la rotation de la Terre autour du Soleil. De plus, Michelson et Morley avaient mis comme caractéristique que tous leurs modules pouvaient se tourner de 90 degrés. Au même moment de tourner ce module, ils devaient observer des changements d'interférence en sortie. Mais c'est bien joli tout ça. Mais Gabi, à quoi ça sert? Eh bien, c'est très simple, Fred. La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier appliquée à l'interféromètre de Michelson et Morley a énormément d'applications dans la science moderne. Et elle a même remplacé, lors de son invention, la spectroscopie à dispersion. Vous connaissez la chromatographie? Cette technique qui permet de séparer plusieurs phases, liquides ou gazeuses, d'un mélange. Eh bien, la FTIR a aussi son application dans ce domaine, car grâce à son utilisation, nous pouvons déterminer quasi instantanément le spectre des espèces qui sont séparées. C'est relativement utilisé, surtout pour les isomères. Ça n'a pas un rapport avec la thermogravimétrie? En effet, Fred, la FTIR a aussi son application avec la thermogravimétrie. La thermogravimétrie, eh bien, c'est le fait de faire fondre un échantillon pour en mesurer le spectre émis. Eh bien, avec la FTIR, on peut mesurer ce spectre instantanément et par cette rapidité, on peut mettre ce spectre en fonction de la température. Eh bien, Fred, dis-moi, est-ce que tu connais le point commun entre la médico-légale et l'authenticité des peintures? Je sais pas, en phare breton? Ah, pas loin. Non, la médico-légale et l'authenticité des peintures sont deux domaines dans lesquels intervient la FTIR et son application en micro-échantillonnage. Le micro-échantillonnage, c'est le fait, avec un faisceau laser, de mesurer une surface de manière extrêmement précise et à une échelle, bien sûr, très petite. On parle du micromètre en précision. Eh bien, cette technique permet de mesurer la surface des peintures d'œuvres d'art et donc d'en reconnaître la paternité, mais aussi d'analyser des très petits échantillons comme des résidus de poudre ou de sang en médico-légal. Bien heureusement, il est aussi possible de calculer les spectres d'émission et non pas seulement d'absorption en utilisant les effets de la luminescence et de la diffusion de Raman. Pour cela, il suffit d'une simple modification du montage de l'interféromètre de Michelson. La FTIR permet aussi de calculer la sensibilité des capteurs photoniques, ou si vous voulez, des capteurs électriques réagissant à l'intensité de la lumière. Pour cela, au lieu de mesurer la lumière qui est transmise par l'échantillon, on mesure tout simplement son activité électrique induite par la lumière envoyée par l'interféromètre de Michelson. Et cela permet de mesurer la sensibilité et donc la performance, on va dire, de ce capteur.